Rapporteure générale Elisabeth Doineau. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour vos propos qui sont très clairs et qui nous amènent effectivement au pied du mur, hein, comme vous le dites. Je voudrais vous souhaiter une très très bonne année, bien sûr, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe et vous remercier des travaux que vous menez les uns les autres pour nous éclairer sur ce chemin difficile de choix politiques sérieux et en total raccord avec les éléments dont nous disposons les uns les autres et qui parfois sont pas suffisants, hein, comme vous avez pu le dire. C'est vrai que nous aurions souhaité les uns et les autres avoir ce collectif social déjà les années précédentes, là où on a eu des décisions importantes à prendre sur des dépenses énormes. Or, nous ne les avons pas eues ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, on vous retrouve. Donc, c'est en quelque sorte un certain paradoxe de travailler sur un PLFR-SS. C'est vrai, moi aussi, je le dirais qu'une seule fois parce que c'est vraiment d'un barbare qu'on pourra admettre les uns et les autres. Alors, je vais me limiter en fait à 3 questions parce que je pense qu'il faut laisser aussi à nos collègues le loisir de s'exprimer. Et j'ai à mes côtés en plus René-Paul Savary qui est notre référent sur les retraites et qui saura aussi comment aller sur les questions les plus essentielles. Sur un plan très conjoncturel, le Haut Conseil considère que la prévision de croissance du gouvernement reste élevée, hein, c'est ce que vous avez dit. Qu'elle est en tout cas optimiste. C'est le terme que vous avez employé. Je relève que le mouvement social lié à la réforme des retraites elle-même ne figure pas parmi les facteurs de risque. Or, nous le voyons bien, chaque jour, les annonces sont de plus en plus importantes, de grève par-ci, de grève par-là, de blocage par-ci, de blocage par-là. Et ça peut plomber l'économie. Et il n'en est nullement question dans vos propos. Est-ce que vous pensez ou vous considérez que d'éventuelles grèves et blocages ne devraient pas avoir que peu d'impact d'un point de vue économique? C'est la question. Ma deuxième question, à plus long terme, comment le Haut Conseil apprécie-t-il le caractère réaliste de la trajectoire financière pluriannuelle de la branche vieillesse au vu de la réforme proposée, avec les limites que vous avez indiquées? En complément, y a-t-il selon vous une marge pour l'ajout de mesures généreuses que nous pourrions les uns et les autres imaginer tout en avançant dans cet examen de ce projet de loi, donc de mesures généreuses ou d'atténuation de la réforme en cours de navette pour parvenir à un objectif, bien sûr, d'équilibre. La troisième et la dernière question, enfin, à la frontière de vos compétences de premier président de la Cour des comptes, considérez-vous opportun de jouer sur le levier de la solidarité interbranche, en particulier avec la branche AT-MP, et je parle sous l'autorité de notre collègue qui s'occupe de la branche AT-MP, Pascal Gruny. Est-ce que vous pensez que donc c'est nécessaire et intelligent pour boucler le financement de la réforme, ou cela constitue-t-il une forme de dévoiement? En tout cas, voilà pour mes questions. Je dirais simplement que, comme vous, Monsieur le Président, je suis assez inquiète, anxieuse sur la réaction des Français par rapport à cette réforme, parce que je crois qu'on laisse trop de dettes aux générations qui viennent. Vous avez parlé d'une montagne d'investissements, mais vous avez énuméré toutes les questions, tous les sujets sérieux que nous devrions réaborder ou aborder en conscience, avec beaucoup d'attention. Ce sont donc des dépenses, et puis il y a cette dette. Bref, on laisse les factures à nos enfants, et c'est terrible. Merci. On va prendre peut-être les questions de René-Paul Savary, et ensuite on laissera Monsieur le Président. Oui, merci. Je m'associe bien sûr à l'intérêt de ce rapport. Simplement, on voit que la trajectoire du gouvernement est fondée sur un scénario à 1% de productivité et 4,5% de chômage, et que c'est comme ça qu'on estime le déficit en 2070 aux alentours de 13-14 milliards. Mais si on a un taux de chômage à 7%, rien que là, on tombe à 19 milliards. Donc, pensez-vous que cette trajectoire est bonne ou optimiste? Et un deuxième point, la réforme, qui est une réforme pour équilibrer les comptes, nous semble-t-il, en 2070 du régime de retraite, montre que même si c'est équilibré, il y aura encore des déficits importants, même pour le régime général. Est-ce que vous pensez que c'est
inquiétant. Et quand on voit l'évolution du système par répartition, le fait de prendre des mesures d'équilibre régulièrement, est-ce que quand il y a un taux de natalité qui baisse de plus en plus, un nombre de cotisants qui diminue par rapport au nombre de retraités, un délai une durée de retraite qui est de plus en plus longue, pensez-vous que le système par répartition peut un jour être remis en cause? Et aux remarques du rapporteur général, à savoir l'impact des grèves sur l'économie qui n'a pas, semble-t-il, été pris en compte, il y a peut-être un autre élément qui n'a pas été pris en compte pour l'impact en 2023, que j'ai découvert suite à une discussion avec l'Argile Carco, c'est qu'il y a un nombre de liquidations des retraites, notamment de ceux qui étaient en surcote, qui vont pouvoir partir, et qui en fait, compte tenu des incertitudes de la réforme depuis qu'elle est annoncée depuis 2-3 mois, liquident leur retraite alors qu'ils ne l'avaient pas forcément envisagé, ce qui fait qu'ils ont un nombre de dossiers de liquidation beaucoup plus important que ceux qu'ils connaissent habituellement, ce qui voudrait dire que derrière, il y a déjà un impact éventuellement financier par des gens qui prennent leur retraite par anticipation par rapport à leurs prévisions, qui risquent d'annuler un peu les effets de la réforme dès 2023. Qu'en pensez-vous? Merci. Voilà, Monsieur le Président. Je m'en excuse de décevoir le rapporteur général et monsieur le sénateur, parce que je suis ici en ma qualité de président du HCFP et non pas comme premier président de la Cour des comptes. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Il y aura notamment un chapitre introductif sur les finances publiques dans le prochain rapport public annuel que je rendrai au président de la République et au Parlement le 15 mars prochain. Mais je ne serais pas fâché d'entrer dans ce débat, mais en tant que président du HCFP, j'ai une compétence limitée, vous me pardonnerez de m'y tenir et de ne pas spéculer trop, d'autant que, je le redis, nous avons en fait très peu d'éléments. Et c'est sur quoi je voulais insister. Vous m'interrogez au fond sur les scénarios d'une part et d'abord sur l'impact à moyen terme de la réforme des retraites. C'est vrai que, mais là je m'en tiens à des informations rendues publiques. Les dispositions du PLFSS conduisent à réduire le déficit de 13 milliards en 2030. Je ne me projette pas au-delà. Le déficit public baisserait donc d'environ 0,4 points de PIB, toutes choses égales par ailleurs à cet horizon 2030, donc bien au-delà de l'horizon de la LPFP qui n'existe pas. Mais, comme nous l'avons indiqué, les informations transmises au Conseil ne lui ont pas permis d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques, notamment son effet sur les dépenses publiques. Le gouvernement n'a, par exemple, pas fourni d'éléments sur le nombre de personnes qui devront décaler leur départ, ni sur le montant de leur retraite, alors a fortiori pas sur ceux qui anticipent ou sur les comportements qu'on peut avoir ici là. En outre, le chiffrage du gouvernement ne prend en compte que les effets mécaniques des mesures annoncées. Il ne tient pas compte des dépenses supplémentaires annoncées, d'invalidité, d'indemnité journalière, d'indemnité de chômage, d'AH, qui devraient découler du maintien sur le marché du travail de salariés âgés. À l'inverse, il ne tient pas compte du surcroît de recettes dû à la hausse des taux d'emploi aux âges élevés et au surcroît de production en résultant. En tout état de cause, je m'en tiens à ça, le gain dégagé par la réforme des retraites ne suffira pas à lui seul, je l'ai dit, à restaurer des marges de manœuvre suffisantes. Ça, c'est absolument clair. Vous m'avez interrogé, Madame la rapporteure générale, sur les grèves. Bon, d'abord, ce n'est pas tout à fait notre métier que de mesurer cet impact. Disons que il y a toujours un impact qui est à court terme, mais en général peu élevé sur les finances publiques. Par exemple, les coûts du conflit de 1995, qui n'a pas été, dans mon souvenir, le plus léger, qui a même été le plus dur, ont été d'environ 0,1 point de PIB, donc relativement négligeable. En général, c'est un effet de court terme qui est rattrapé ensuite. Et notons que depuis 1995, les différents effets de législation et autres font que ces coûts ont tendance à se limiter et que les mouvements sociaux s'organisent autrement. Donc, pour être hors de ma zone de confort, mais quand même m'engager un peu, je pense que les effets sont très limités s'il y en a. Ce n'est pas ça qu'il faut craindre économiquement, je pense. Pour le reste, je l'ai dit, je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous répondre, Madame la rapporteure, de manière pertinente sur les marges de manœuvre dont nous disposons, puisque n'ayant pas d'impact à moyen terme,
je ne peux pas vous dire a fortiori ce que sont les marges disponibles. Désolé d'être aussi lacunaire, mais je le suis à mesure des informations dont je dispose. Et encore une fois, je ne voudrais pas sortir de mon rôle ici de président du HCFP et m'engager comme ça sur des débats très importants en matière de protection sociale, sur lesquels la Cour est compétente, mais elle n'est pas saisie en l'occurrence. Merci. Alors, nous allons